Bienvenue dans le podcast Congo Lobby Lelo, un podcast consacré aux enjeux et défis congolais et africains contemporains. Nous vous proposons des conversations ambitieuses intellectuellement, responsables politiquement et pertinentes socialement, pour réinventer notre avenir. Ingeta. L'étrange guerre. Les fondements, les objectifs, les acteurs, les modes opératoires. L'étrange guerre est une série de conversations autour de la guerre au Congo-Kinshasa avec l'abbé et analyste politique Jean-Pierre Mbelou. Alors, la guerre menée contre le Congo et les Congolais depuis les années 90 est ce que vous appelez à la fois une guerre de basse intensité, une guerre de prédation et d'agression. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps définir ces différents termes, basse intensité, guerre de basse intensité, guerre de prédation, guerre d'agression, et ensuite en définir les objectifs? Oui, nous devions d'abord commencer par situer cette guerre dans un contexte plus global. Et c'est important. Regardez, quand le mur de Berlin tombe en 1889, il y a un article important qui est écrit par Francis Fukuyama. L'article est intitulé « La fin de l'histoire ». La fin de l'histoire supposait la conquête du monde par le marché. Donc, il n'y avait plus de bloc antagoniste. Un seul bloc capitaliste néolibéral ou ultralibéral avait gagné et il pouvait s'imposer. Alors, à partir de ce moment-là, il y a la stratégie du choc qui est mise en branle, et la stratégie du choc vise à pouvoir imposer le marché au monde entier. Donc, cette stratégie devait conduire à la suppression des frontières entre les États, à la soumission des États-nations au marché, à la destruction de certaines règles que les États pouvaient édicter, par exemple des règles protectionnistes, pour que le monde devienne complètement un marché géré par des puissances hégémoniques. C'est dans ce contexte-là qu'il y a une partie de l'Afrique qui est enviée. Et cette partie, c'est le grand rift que nous pouvons définir simplement comme étant cet espace qui part de l'Égypte, du Caire au Cap. Mais quand on regarde très bien la carte, le grand rift atteint même la Syrie. Donc c'est tout cet espace avec le Soudan, avec la République centrafricaine, avec l'Est du Congo, tout cet espace devait être conquis par le marché, par ceux qui sont membres du grand domaine et qui vont à la conquête des marchés clés, des matières premières stratégiques. Donc, ils considéraient cet espace du Grand Rift comme étant un espace vierge. Mais comment conquérir cet espace? Quel est le moyen auquel ils devaient recourir pour pouvoir conquérir cet espace? Le moyen, c'est la guerre. Faire la guerre, mais pas en se mettant eux devant. Pourquoi? Parce que il y avait eu beaucoup de pertes en Irak et en Afghanistan, et beaucoup de jeunes qui sont retournés dans leur pays après ces guerres-là ont sombré dans la folie. Ça coûtait trop cher au département de la santé, ainsi de suite. Et c'est une guerre qui a coûté plus de 3 000 milliards. Il y a un livre de Joseph
Stiglitz. Voilà. Il y a ce livre de Joseph Stiglitz qui est très bien fait avec Linda Bilmes, une guerre à 3000 milliards. Mais la guerre doit avoir coûté un peu plus. Alors, comment maintenant procéder pour faire la guerre, une guerre qui ne coûte pas trop cher en vie humaine? Comment ne pas envoyer les garçons des pays voulant s'emparer du Grand Rift au front? Comment fallait-il procéder? Il faut créer des proxys. Une guerre de basse intensité, c'est une guerre menée par l'impérialisme intelligent entre griffes, mais un impérialisme qui se sert des proxys pour pouvoir mener la guerre. Ainsi que la guerre du Congo, parce qu'elle a été menée sous couvert de l'impérialisme intelligent, mais qui a mis sur le devant de la scène l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et quelques Congolais qui étaient de ce côté-là. C'est la raison pour laquelle nous l'appelons une guerre de basse intensité. Une guerre menée par proxy interposé. Mais cette guerre avait comme mobile la prédation. Faire main basse sur les matières premières stratégiques du pays. Parce que dans la doctrine de la sécurité sociale, de la sécurité nationale américaine, il y a le fait de pouvoir avoir accès aux matières premières stratégiques, mais il y a aussi le fait d'avoir accès aux marchés clés et aux énergies. Vous comprenez par exemple, comme c'est une guerre des anglo-saxons, que cette guerre concernait beaucoup le Soudan du Sud et maintenant le parc de Virunga avec le pétrole qu'on trouve dedans. La société Soko avait été engagée pour pouvoir exploiter ce pétrole-là. Voilà. Accès aux matières premières stratégiques, accès aux marchés clés, accès aux énergies. Donc il fallait une guerre qui devait faire même base sur les matières premières du Congo, les matières premières stratégiques, par des proxys interposés, mais c'est du vol comme Michel Collomb nous l'a dit là. C'est du vol, c'est du cambriolage. Et le livre d'Honoré Ngwanda le dit aussi très bien, ne fût-ce qu'à partir du titre, ça a été des crimes organisés. Donc on organise des crimes pour pouvoir dépouiller un pays. On passe par des bandits pour pouvoir... C'est ainsi que cette guerre n'a pas commencé immédiatement au Congo. Elle a commencé en Ouganda et au Rwanda. Mais quand vous prenez le film intitulé Rwanda's Untold Story, vous réalisez que l'Ouganda et le Rwanda ont servi de tremplin pour pouvoir attaquer le Grand Congo. Mais l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, à ce moment-là, comme c'est le marché qui avait triomphé, les initiateurs du marché ne voulaient plus que le Congo puisse continuer à être présenté comme étant, et cette région-là, comme étant la chasse gardée des Français et des Belges. Il fallait qu'une fois pour toutes, les maîtres du moment puissent, eux, devenir aussi les maîtres du Congo. Donc, au même moment que ça a été une guerre livrée contre les populations ougandaises, rwandaises et congolaises, ça a aussi été une guerre livrée contre les Français et les Belges. Pourquoi? Parce que il fallait pas qu'il y ait d'autres puissances dans ce pays-là que les puissances anglo-saxonnes. Et là-dessus, il y a un extrait du livre de Michel Collomb déjà cité, qui peut être souligné. Michel Collomb écrit ceci. Les trois grands blocs, États-Unis, Europe, Japon, mènent la guerre chaude, froide ou tiède contre les peuples du tiers-monde
Mais ils se font aussi la guerre entre eux pour savoir qui va dominer le monde et ses richesses. Ça, c'est important. La guerre économique, bien sûr, mais aussi la guerre politique et dans certaines conditions militaires. Quand le rapport de force change entre les grandes puissances, quand une superpuissance veut en remplacer une autre, ou simplement la priver de l'accès à certaines matières stratégiques, cela se règle aussi par la violence, soit directement, soit indirectement, par l'intermédiaire des États et des mouvements contrôlés. La guerre est le moyen fondamental pour repartager les richesses du monde, c'est-à-dire les sources de profit. Vous voyez qu'il y a aussi là un lien avec le néolibéralisme, guerre pour se partager les profits, faire le plus de profit possible, mais à moindre coût. Créer des esclaves qui peuvent aller dans les mines et qui ne coûtent rien, mais gagner beaucoup. Donc, comme c'est du vol, c'est devenu une guerre de prédation. Et Colette Brackman, se servant des rapports des Nations Unies, a écrit ce livre, Les nouveaux prédateurs, politique de puissance en Afrique centrale. Alors, cette politique est un peu résumée à la page 187. Colette Brackman dit ceci, écrit ceci. Parce que cette guerre va finalement entraîner la mort de Laurent Désiré Kabila, qui avait été impliqué comme marionnette du Rwanda et de l'Ouganda. Quand il a voulu changer de cap, il a été tué. S'il était à ce point urgent de détrôner Kabila, dictateur certes, mais guère plus que d'autres, n'est-ce pas aussi parce que il avait eu l'audace de prétendre déconnecter le Congo des circuits dominants qui mènent du sud vers le nord, parce qu'il avait tenté d'aller à contre-courant. Ne serait-ce pas parce que d'autres pays d'Afrique, suivant l'exemple du Congo, auraient pu tenter de réduire leur dépendance par rapport au reste du monde. Rappelons que les projets fondés sur l'idée de renaissance africaine ont pour ambition de mieux protéger le continent, de mieux intégrer le continent aux circuits économiques mondiaux. Et le Congo est un maillon essentiel à la réussite de cette ambition. Dans cette perspective, il apparaît que l'objectif à long terme de la guerre menée au Congo fut de remettre le pays sur cette trajectoire-là, de mieux l'intégrer à l'économie mondialisée. Mais ça n'avait jamais été avoué. On nous disait, Mobutu est un dictateur, on mène la guerre pour mettre la démocratie au Congo. Ah, d'ailleurs, il y a des compatriotes qui croient aujourd'hui que le Congo est devenu une jeune démocratie, comme par enchantement. Alors que la guerre de prédation qui se poursuit, vous savez que nos compatriotes sont encore tués comme des sauvages dans cette partie du Grand Rift. Pourquoi? Parce que la guerre, c'est une guerre de vol, c'est une guerre de prédation. Alors, les Congolais, les Africains ont été agressés par des Anglo-Saxons. Et des livres en témoignent, j'en ai déjà cité certains, mais quand vous prenez le livre de Pierre Péan, c'est écrit, c'est intitulé « Carnage, les guerres des grandes puissances en Afrique ». Donc, la guerre du Congo est située dans ces guerres des grandes puissances en Afrique, avec tout ce que cela a produit comme carnage. Et il y a un témoignage de cet Américain qui a été avocat de la défense de la partie Hutu au
au tribunal pénal international sur le Rwanda. Et c'est lui qui a préfacé ce livre très intéressant de Patrick Mbeko, qui a postfacé. C'est monsieur Christopher Black, pardon. Lui donne des témoignages sur cette guerre en disant qu'il a surpris une lettre échangée entre Kagame et Museveni, disant que l'Ouganda et le Rwanda, c'était le tremplin pour aller vers le Congo. Donc il a fait un long article sur cette question-là et il nous a même aidé à comprendre comment le procès s'était déroulé à Arusha. Donc vous voyez pourquoi on l'appelle à la fois guerre d'agression, guerre de prédation et guerre de basse intensité. Mais c'est aussi, on dirait que cette guerre a aussi une dimension raciste. Parce qu'il y a une extermination systématique des Africains et des Congolais en particulier. Donc c'est comme si on avait affaire à une race qui ne devrait pas exister sur cette terre. Et le rapport Mapping de 2010 dit que quand on examine de plus près la façon dont certains crimes ont été commis, on serait tenté de croire à un génocide. Et dans le dernier document publié par l'Assemblée provinciale des évêques du Burundi, il parle sans embâche du génocide. Donc, il y a dans cette guerre une extermination d'une population dénommée congolaise. Et justement, par rapport à cette extermination... Pardon, il n'y a pas que les évêques qui en parlent. Dans le petit livre que je vous ai montré ici, le livre de Chomsky et André Vlecek, oui, Chomsky et André Vlecek parlent eux aussi du génocide congolais. Oui, ils utilisent le terme super génocide. Et ils utilisent le terme super génocide, oui. L'auteur congolais, en fait, Jean Bofan, lui, il explique que le Congo est maintenant devenu un algorithme qui sert dans son style, hein. C'est un paramètre d'un algorithme qu'on met en marche pour accomplir les grands desseins du monde. Là, vous expliquez qu'en fait, le Congo a servi, en fait, à reconfigurer la région d'Afrique centrale, à chasser les Français et la Belgique de leur précaré. Mais, on se rend compte... Mais aussi, la Chine. Il y a une guerre. Voilà, justement, là où je veux en venir, est-ce qu'aujourd'hui, justement, c'est pas, on se sert du Congo pour refaire reculer la Chine de plus en plus à l'est. Oui. Et le Congo sert il y a cela, la guerre contre le Congo, c'est aussi la guerre contre la Chine. Et c'est que nous avons lu chez Michel Collomb, c'est que les grandes puissances se font la guerre entre elles. Et celui qui a le plus accès aux matières premières stratégiques devient la nation ou le pays le plus puissant. Il y a cette guerre-là qui se mène aussi entre les Anglo-Saxons et la Chine. Mais malheureusement, au dépend des Congolais. En fait, le lien entre le racisme et cette guerre, il y a un spécialiste américain, un chercheur américain qui s'appelle Claude Anderson, Dr Claude Anderson, qui lui, quand tout le monde parle de racisme, il dit mais vous êtes complètement à côté de la plaque. Le racisme, c'est une compétition économique entre pays qui se font la concurrence pour les richesses, les terres et les ressources minières, les ressources naturelles, et utilisent la force de travail d'un autre pays pour s'enrichir. En fait, je viens de comprendre en fait maintenant le lien avec le Congo, parce que ce que vous avez dit là, en fait, vous avez décrit un processus d'accumulation de richesses que nous à l'école on appelle l'accumulation du capital, sans nous expliquer d'où venait le capital, sous fond de destruction et de génocide. Oui. Comment dans ce cas-là, en fait, on décide de, parce qu'on dit toujours que les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Mais comment au nom de ces intérêts, on est prêt à détruire des peuples, des États, des cultures pour une compétition économique? Comment on arrive à rendre ça acceptable? Parce que on voit qu'au Congo c'est devenu acceptable, que même en Afrique on ne pense pas vraiment que c'est très grave finalement que les Congolais meurent. Il y a des spécialistes comme Dambisa Moyo, qui est Moyo, la Zambienne,
qui elle explique que le Rwanda, malgré tout ce qu'il fait au Congo, c'est pas très grave parce que la richesse, le Rwanda est en train de se développer. Donc, on a rendu acceptable une façon de faire que vous avez décrit là. Mais comment on rend ça acceptable aujourd'hui? C'est le triomphe du paradigme néolibéral. Donc, quand vous avez un ensemble d'idées qui réussit à gagner les cœurs et les esprits, rappelez-vous, nous y avons fait allusion la fois passée en citant le livre d'Isabelle Stengers, quand les cœurs ont été gagnés les cœurs et les esprits ont été gagnés par un paradigme dominant, les gens, ils réfléchissent en fonction de ce paradigme-là. Alors, le paradigme néolibéral ou ultralibéral arrive à pouvoir enlever à la vie tout sens, toute signification au profit du profit. Donc, tout ce qui rapporte des sous et qui conduit à faire des profits est bien affaire. Donc, on est tombé dans l'hubris, on est dans la démesure. Tout ce qui rapporte l'argent peut être fait du moment que ça permet d'accumuler le capital et de faire du profit. Donc, si les humains peuvent être tués pour que le capital puisse être accumulé à moindre coût, cela vaut. Donc, l'accumulation du capital et le fait de pouvoir faire du profit ne tient pas compte des coûts sociaux, des coûts humains. Donc, nous sommes dans un paradigme dominant. Dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a eu génocide, mais le Rwanda est devenu quand même une puissance économique. Donc, la vie humaine n'a plus tellement de sens du moment qu'elle peut être subordonnée au profit. Donc, nous sommes là dans on pourrait appeler ça le néo-darwinisme. Donc, c'est le triomphe de la loi du plus fort au profit du profit et du capital, malgré ce que cela coûte en vies humaines. Donc, nous sommes en train de marcher sur nos têtes, mais c'est le triomphe des modèles néolibéraux, d'un paradigme. Voilà pourquoi j'aime beaucoup le petit livre de Suzanne Georges, cette fois-ci à en finir avec la démocratie, parce que c'est un livre qui décrit le modèle néolibéral et qui montre comment petit à petit ce modèle, ce paradigme est venu à s'imposer dans les cœurs et les esprits. Alors, si nous voulons que les choses changent, nous devons pouvoir trouver d'autres paradigmes qui remplacent le paradigme néolibéral ou ultralibéral. Et le travail intellectuel doit être mené à ce niveau-là, à travers nos pays et les autres pays qui veulent lutter contre les triomphes d'ailleurs, qui c'est Joseph Stiglitz a écrit un livre dont le titre résume bien ce qui se passe, le triomphe de la cupidité. Quand vous lisez le triomphe de la cupidité, quelque part, Joseph Stiglitz dit, nous avons perdu la boussole éthique. Donc, il y a eu perte de la boussole éthique pour qu'on en arrive au triomphe de la cupidité. Comment retrouver la boussole éthique de façon à ne pas considérer, comme le dirait Kant, l'autre, pas comme un moyen, mais une fin. Donc, quand on dit, entre les États, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Mais on ne se pose pas la question, comment les États font-ils pour pouvoir avoir accès à ces intérêts-là? Est-ce qu'il n'y a qu'un seul canal par lequel on peut passer pour avoir ces intérêts, c'est-à-dire mener la guerre? On voit le modèle latino-américain à travers l'ALBA ou la CELAC. Eux partagent leurs intérêts en les fondant sur la solidarité, la réciprocité et la coopération. On voit comment la Chine et la Russie dans le BRICS font pour garantir leurs intérêts. Donc, il y a d'autres modèles, il y a d'autres façons de pouvoir garantir les intérêts entre les États sans passer par la guerre. Donc,
Vous savez, le souhait aurait été que quand nous parlons de la question d'intérêt, qu'on puisse l'analyser en profondeur. Il ne suffit pas de tomber dans le dogmatisme dégolien pour dire, ah, De Gaulle a dit, entre les pays, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Mais essayons maintenant d'approfondir la question. Comment les pays font-ils pour garantir mutuellement leurs intérêts? Nous voyons que dans le BRICS, il y a le respect de l'égalité souveraine, il y a la réciprocité et la non-ingérence dans les affaires intérieures. Un modèle qui peut être suivi. Nous voyons que dans la CELAC ou dans l'ALBA, c'est la même chose. Il y a le respect de l'égalité souveraine, de la réciprocité et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Et les pays latino-américains essaient de refonder tout cela sur une autre matrice organisationnelle qui n'est plus la concurrence ou la compétitivité. Eux disent, non, nous refondons la garantie de nos intérêts et de notre sécurité sur la solidarité, sur la coopération, sur la réciprocité. Donc il y a moyen de sauvegarder les intérêts des uns et des autres, mais en les fondant sur une autre matrice organisationnelle que la guerre de tous contre tous. Donc là, nous sommes dans le triomphe des modèles. Et nous pouvons, en étudiant le monde aujourd'hui, voir qu'il y a d'autres modèles qui sont en train de réussir, qui peuvent être imités. Voilà. D'accord. On va revenir sur le livre de Chomsky, L'Occident terroriste, parce qu'en fait c'est un peu lié. À un moment donné, ils écrivent ceci: la thèse voulant que les États-Unis s'opposent à l'islamisme radical est ridicule. L'État islamiste le plus fondamentaliste du monde est l'Arabie Saoudite, un favori de Washington. Le Royaume-Uni a lui aussi soutenu l'islamisme de manière assidue. Cet appui découle de la nécessité de combattre le nationalisme séculier. La relation de proximité qui existe aujourd'hui entre les États-Unis et Israël s'est établie en 1967, quand l'État hébreu a généreusement écrasé le nationalisme séculier tout en défendant l'islam radical. Donc, la semaine dernière, on a parlé de la ruse. Et là, en fait, dans cet extrait, on se rend compte que l'ennemi des Occidentaux, encore une fois, ça n'a jamais été ça a toujours été les nationalismes et les nationalistes. Et on a parlé aussi du communisme. On nous a dit, Lumumba, il a été tué parce qu'il était communiste. Mais pourquoi aujourd'hui, avec toute la documentation qu'il y a, pourquoi aujourd'hui il y a encore débat sur qui et pourquoi Lumumba a été tué? Oui, parce que malgré la documentation que nous avons, la question n'est pas approfondie de manière partagée. Ce n'est pas parce que quelques-uns d'entre nous ont accès à cette documentation qu'ils doivent supposer qu'elle est partagée le plus largement possible entre les compatriotes. L'inversion sémantique fait partie du modèle néolibéral. Je vous ai dit qu'on disait de Lumumba qu'il était communiste parce qu'il était progressiste. Donc tous ceux qui pouvaient être progressistes à ce moment-là étaient assimilés aux communistes pour être bien combattus. Mais comme ceux qui opèrent en recourant au modèle capitaliste maîtrisent les médias, ils ont le monopole des médias, au point qu'ils tombent régulièrement dans les médias mensonges, comme le dirait Michel Collomb. Donc, c'est leur modèle qui triomphe. Mais petit à petit, d'ailleurs, il y a une conférence qui sera bientôt organisée sur le combat, les gens commencent à comprendre. Mais il faudrait qu'arrive ce moment où cette compréhension est est partagée le plus possible. Mais n'oublions pas que le camp en face, les adversaires en face, luttent eux aussi pour qu'un autre modèle ne puisse pas triompher. C'est ainsi qu'ils recourent souvent à l'inversion sémantique. L'instrumentalisation, par exemple, de l'islamisme, c'est à peu près participe de la même guerre, de la même lutte. Les gens sont identifiés à une religion, à son fondamentalisme, pour être mieux tués ou pour être mieux instrumentalisés. Et Chomsky, comme vous l'avez bien lu, et Vlecek disent, voilà,
l'Arabie Saoudite. C'est leur partenaire. C'est l'Arabie Saoudite qui a créé le wahhabisme. Alors il faut... Pourquoi est-ce que le nationalisme laïque fait peur? Parce que le nationalisme laïque a une part de protectionnisme. Parce que le nationalisme laïque prône l'égalité souveraine. Parce que le nationalisme laïque met sur le devant de la scène des hommes et des femmes ayant des idées progressistes. Or, les grands du moment luttent pour qu'on ne triomphe que la narration néolibérale du monde. Donc, il y a lutte du point de vue des idées, il y a lutte du point de vue de cet ensemble d'idées qui s'est imposé depuis très très longtemps, et des idées qui sont en train de naître dans le sens de pouvoir renverser le rapport des forces. À propos de l'assassinat de Lumumba, vous estimez que cet assassinat est aussi l'assassinat cognitif du Congo-Kinshasa. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu élaborer sur cette idée? Ah oui, c'est un assassinat cognitif. Pourquoi? Depuis que Lumumba est mort, a été assassiné, du point de vue de la pensée, on recourt à lui de manière superficielle. Donc, la lutte a été menée pour que l'assassinat de Lumumba fasse peur. Et que cette peur atteigne les cœurs et les esprits, de façon que l'on ne soit pas capable de pouvoir, comme Lumumba, identifier l'adversaire. Parce que Lumumba était allé trop loin dans l'identification de l'adversaire et dans l'usage que l'adversaire faisait, par exemple, de la démocratie et des droits de l'homme. Il y a son discours à Ibadan, là, intitulé « Africains, lèvez-vous ». Lumumba dit, notre adversaire, c'est l'impérialisme et le colonialisme. Il dit, on ne peut pas comprendre que des pays qui se disent chrétiens puissent tuer. Vous nous avez appris les droits de l'homme à l'école, mais montrez-nous que vous respectez les... Vous voyez, il va aux choses essentielles. Mais le moment n'était peut-être pas au courant qu'au même moment où la Charte des Nations Unies sur les droits de l'homme a été publiée, il y avait aussi le grand domaine avec ses principes. Donc, il y avait le grand domaine qui avait été conçu. Donc, du point de vue... aujourd'hui, par exemple, les politiciens congolais n'abordent presque pas les questions liées au néolibéralisme, au néocolonialisme. Pourquoi? Ils ont peur. Ils se disent, ah, si nous abordons ces questions-là comme Lumumba, nous risquons d'être assassinés. Alors, vous voyez que du point de vue de la conception, du point de vue de la pensée, il y a comme un refus de pouvoir aborder les questions comme Lumumba. Voilà pourquoi je parle d'un assassinat cognitif. Si les politiciens voulaient reconduire la pensée de Lumumba, ils apprendraient à identifier les acteurs et les alliés pléniers, les acteurs majeurs de la descente du pays en enfer, et la façon dont ces acteurs pléniers les approchent. Donc, ils ne sont pas approchés comme partenaires. Je rigole de temps en temps quand j'entends les politiciens congolais dire « Ah, nos partenaires de tel pays ont dit, de tel autre ont dit », alors qu'ils ne sont pas considérés comme des partenaires. Ils sont considérés comme des vassaux. Qui c'est, Poutine peut dire des Américains que sont ses partenaires, parce qu'ils traitent d'égal à égal. Or, nous sommes, comme nous n'avons pas encore conquis notre indépendance réelle, nous ne sommes pas considérés dans le Conseil des Nations comme des partenaires. Nous sommes des nègres de service. Pour la plupart, nous sommes des vassaux. Parce que, j'extrapole un peu, il faut savoir connaître les principes qui gèrent nos relations aux autres. Quand ils nous utilisent dans les guerres de basse intensité, ils nous utilisent comme vassaux. Pourquoi? Parce que ils partent du principe qu'il faut éviter des collusions entre des vassaux, que les vassaux ne se mettent jamais ensemble. Or, qu'est-ce que Lumumba disait vers les années 58-59? Il disait,
Si nous nous mettons ensemble, nous serons plus forts. Parce que l'impérialisme et le néocolonialisme recourent à la politique du diviser pour régner. Et vous savez comme moi qu'au Congo, il y a plus de 400 partis politiques. Donc, il n'y a pas un recours à Lumumba de ce point de vue-là, parce qu'on ne peut pas être lumumbiste et avoir 400 partis politiques. Et au même moment que l'on n'est pas lumumbiste au Congo, parce qu'on a peur d'être tué, on va dans le sens de ce que les impérialistes et les néocolonialistes aiment, c'est-à-dire quoi? Diviser pour régner. On a 400 partis politiques qui de temps en temps s'affrontent au lieu de coaliser. Pourquoi est-ce qu'on évite que ces partis-là coalisent? Parce que l'union fait la force. Donc, il y a du point de vue cognitif une rupture avec la pensée de Lumumba. Même ceux qui se réclament de Lumumba ne la mettent pas en pratique. Parce qu'on ne peut pas, par exemple, se réclamer de Lumumba et se laisser dominer par les impérialistes et les colonialistes. Non. Il faut coaliser pour pouvoir leur faire face. Et un autre principe, c'est que on doit pouvoir entretenir la dépendance pour garantir aux vassaux leur sécurité. Donc si vous dépendez de nous, nous allons garantir votre sécurité. Or, notre sécurité ne peut pas être garantie du dehors. C'est à partir de coalitions menées entre nous et en Afrique qu'on peut faire face à l'impérialisme et au néocolonialisme. En quoi l'assassinat et la destruction du corps par l'acide de Lumumba était essentiel pour les objectifs de cette guerre, alors qu'ils auraient très bien pu l'isoler ou le discréditer comme Kwame Nkrumah, mais on a carrément éliminé sa personne de façon physique. On l'a supprimé comme si on le supprimait de l'histoire. Pourquoi pour Lumumba, quels étaient les éléments que vous avez abordés dans sa pensée qui faisaient que il fallait le faire disparaître même des mémoires? Parce que Nkrumah n'a pas disparu des mémoires, contrairement à Lumumba où il fallait vraiment qu'il disparaisse. Vous savez que Lumumba, d'abord, c'était un autodidacte. Hein. C'est quelqu'un qui a réussi à se former par lui-même. Et n'édicollerons pas l'histoire. Lumumba était trop tourné vers les idées capitalistes. Hein. C'est ses rencontres avec un monsieur comme Nkrumah, comme les Nasser et les autres. Il y a eu un déclic quand Lumumba est allé participer à une conférence au Ghana, quelque chose comme ça, avec les Kasavubu et les autres. Oui, la question sur la personnalité de Lumumba, vous avez dit que ça a été autodidacte et qu'il a eu un déclic quand il est allé à Accra. Oui, à force de fréquenter les panafricanistes, il y a eu un déclic dans sa façon d'approcher l'Occident, l'impérialisme et le néocolonialisme. Mais alors, Lumumba faisait peur. Il faisait peur parce qu'il ne craignait pas la mort. Ça c'est important. Quelqu'un, quand il écrit par exemple à sa compagne, Pauline, il dit, je paraphrase, mort ou vivant, je sais que mon pays est appelé à un destin meilleur. Quand on n'a pas peur de la mort, on fait peur. Ce sont des gens qui n'ont pas peur de la mort, qui ont peur de la mort, qui ne font pas peur. Alors, si il fallait le détruire jusqu'à son corps pour être tranquille du point de vue de sa conscience et se dire ah, ce monsieur ne constituera plus jamais une référence pour les Congolais. Mais c'était se leurrer, parce que les Congolais recourent encore à Lumumba. Certains Congolais, et au moment où nous parlons, il y a de plus en plus de publications sur Lumumba. Et il y a même un compatriote africain, ici en Belgique, qui participe à cette action qu'on appelle mémoire coloniale ou quelque chose comme ça. Mais c'est un Africain qui réfléchit à partir du travail que Lumumba a fait. Il dit, mais je ne comprends pas qu'on puisse tuer quelqu'un parce qu'il était communiste. Et pourtant, il était premier ministre congolais. Est-ce qu'on peut tuer quelqu'un pour ses idées?
Mais Lumumba faisait peur. Lumumba n'avait pas peur de la mort. Il y a une image de Lumumba quand il est arrêté, qu'on essaie de lui faire manger du pain. Essayez de regarder, de regarder dans le regard de Lumumba. Il a du mépris pour ces gens qui essaient de lui donner du pain. C'est comme s'il leur disait, mais vous ne valez rien comme humain. Vous avez perdu votre humanité et je ne mange pas ce que vous me donnez. Je n'ai pas besoin de ce pain-là. Vous voyez? Donc, un type comme ça, il fait peur. Et l'audace qu'il avait eue pour pouvoir se mettre debout et résumer en quelques mots le traitement infligé à ses compatriotes pendant la colonisation. Mais regardez, qui aujourd'hui parle, par exemple? Il y a des débats à Kinshasa là. Mais qui parle du traitement qui est infligé aux Congolais? C'est rare. On fait des allusions. Mais on ne comprend pas que les Congolais sont en train d'être exterminés par une guerre de prédation. Au contraire, on se transforme en vassaux de ceux qui mènent. Donc, je crois que c'est une hypothèse que j'aimais. Lumumba faisait peur parce qu'il n'avait pas peur de la mort. Il fallait le détruire pour qu'il n'y ait plus de référence à lui du tout. Si on l'avait enterré, aujourd'hui, nous aurions fait de l'endroit où il avait été enterré le lieu de notre pèlerinage. Et à force d'aller en pèlerinage, on se serait reboosté plus vite pour pouvoir mener la lutte qu'il a initiée jusqu'au bout. On a détruit pour créer la peur, pour créer l'assassinat cognitif, mais aussi pour éviter que cet homme qui n'avait pas peur de la mort ne puisse renaître dans les Congolais. Mais une opération qui a échoué malheureusement. Heureusement pour nous. Mais l'influence de Lumumba est sortie du cadre congolais, c'est devenu une référence africaine. Et dans un de vos articles, vous avez écrit concernant à la fois Lumumba, mais aussi la guerre de basse intensité qui se passe aujourd'hui, que ce qui se passe au Congo aujourd'hui entretient un marionnettisme préjudiciable pour le devenir de toute l'Afrique. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Parce que c'est très important de comprendre que ce qui se passe au Congo va influencer négativement, positivement le reste du continent. Et ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, c'est dans le négatif. Oui. Le Congo, c'est comme le disait Frantz Fanon, l'Afrique est sous forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Le demi de l'Afrique dépend en grande partie de ce que les Congolais, avec les autres Africains, pourront faire du Congo. Vous savez que la misère liée à la lutte menée par Nkrumah, Sankara, Lumumba, comme le dit Joseph Kizerbo dans Un camp l'Afrique, c'est que ça a été des luttes menées de manière isolée. Si le Congo se refonde comme État avec des élites organiques et structurantes capables de pouvoir tendre la main aux autres élites des pays environnants et africains pour un panafricanisme des peuples, l'Afrique est partie. Mais la mainmise sur les cœurs et les esprits au Congo retarde, parce que le marionnettisme tel qu'il est entretenu au Congo, l'est de manière très, comment dirais-je, furtive. C'est-à-dire, vous avez des politiciens, cette partie politique congolais, ayant pignon sur rue, sont coachés par les agences et instruments de sédition américains. Instruments de sédition américains. C'est-à-dire, il y a un lavage de cerveau qui se fait au niveau des partis politiques et un entretien du marionnettisme. Mais cela ne saute pas toujours au grand jour. Même si nous pouvons partir
de la déclaration signée par l'un ou l'autre de ces partis-là avec ces agences. Donc, le fait qu'ils soient coachés par des agences liées à l'impérialisme et au néocolonialisme en font des marionnettes qui ne pourront pas aider le Congo à pouvoir émerger. Donc, il y a comme un appel à la rupture avec ces agences-là pour l'émergence du Congo. Mais cela va prendre du temps et beaucoup de temps. Heureusement qu'il y a des jeunes générations qui comprennent cela et qui sont en train de monter. Donc, si nous ne rompons pas avec ce marionnettisme après Lumumba, et que nous ne sortons pas de la lutte plus ou moins isolée qu'il a menée, l'Afrique va encore beaucoup traîner avant de prendre son essor. Mais paradoxalement, vous dites aussi que vous estimez en tout cas que l'Empire US est fini et que le gangstérisme économique qu'ils organisent actuellement en Afrique participe du délire d'un empire aux abois. Alors, mais dans quel but ils organisent cette stratégie du chaos ou de la terre brûlée? Et pourquoi cette stratégie fonctionne? Puisque vous dites que d'un côté, ils sont en péril, mais on a l'impression que leur stratégie fonctionne quand même puisqu'ils continuent de dominer leur grand domaine. Oui, mais ça fonctionne pour les esprits faibles ou les esprits affaiblis. L'Empire est aux abois parce qu'aujourd'hui, c'est la Chine qui est la première puissance économique mondiale. Et quand on voit comment la Russie a essayé de tenir tête à cet empire, que ce soit pour la guerre contre l'Ukraine, en Ukraine, ou pour la guerre en Syrie, on se dit qu'il y a d'autres puissances montantes. Mais pourquoi est-ce que je dis que l'Empire est aux abois? C'est que c'est la forêt, les arbres d'une forêt qui s'écroulent, qui font trop de bruit. Donc, sa stratégie du chaos participe d'un bruit semblable à celui d'une forêt dont les arbres tombent. Mais la forêt qui pousse ne fait pas beaucoup de bruit. Il y a un autre monde qui est en train de naître. Mais naître, ça prend du temps. Même si l'Empire reste imprévisible, nous ne devons pas avoir trop d'assurance que demain sera plus beau qu'aujourd'hui. Parce que l'Empire reste imprévisible. Vous savez que dans ce livre de Peter Dale Scott, La machine de guerre américaine, il estime même que l'État profond américain est en train de sombrer dans le délire. Mais quand on sombre dans le délire, on est capable de beaucoup de bêtises. Hein. On peut mettre à tout moment le feu aux poudres. Mais le fait que le monde tende vers la multipolarité signifie que demain ne sera pas comme aujourd'hui et que pendant longtemps, je ne dis pas jamais, pendant longtemps, le monde ne sera plus unipolaire. Ce qui signifie l'affaissement, l'affaiblissement de l'Empire. Alors, mais pour que sa stratégie ne réussisse pas, ceux qui participent à cette stratégie doivent être formés et informés. Donc, il y a un problème de formatage, de déformatage et de reformatage. Et ce travail-là doit être fait de manière collective. Le podcast Congo Lobby Lelo est réalisé en collaboration avec le Centre de recherche sur le Congo-Kinshasa CEREC et la plateforme d'information ingeta.com. Retrouvez toutes nos publications sur congolobbylelo.com. À bientôt.